Bonjour! Fait qu'aujourd'hui, on va essayer de régler un petit problème qu'on a souvent, nous, les complotistes, du moment où on ose dire le mot Illuminati. Vous avez sûrement déjà remarqué que le problème qu'on a, c'est que dès qu'on dit ce mot-là, on se fait dire ben non niaiseux, ça n'existe plus les Illuminati parce que c'est ce que dit Wikipédia. Right? Or, pour répondre à cette affirmation, pour régler ce problème-là, j'ai vraiment jamais rien trouvé de mieux dans ma vie que ce livre-là qui s'appelle Inside the Illuminati by Mark Dice. Okay? Pourquoi est-ce que je trouve que c'est ce livre-là qui est le mieux placé? Ben, c'est parce que ce qui était vraiment intéressant avec la démarche de l'auteur, c'est que c'est vraiment très historique. Ok, vous allez voir, parce qu'on va passer à travers le livre ensemble, là, même si je vais faire un best-of. Puis je vous dirais là, que c'est, vous allez voir, que c'est vraiment, le gars est allé fouiller, là, il est allé dans les bibliothèques, il est allé scruter chaque document. C'est du matériel vraiment authentique que je vais vous livrer. D'ailleurs, l'auteur assez rapidement se distance explicitement de, mettons, lui qui est malheureusement mon théoricien de conspiration préféré, David Icke, ainsi que de la notion des Illuminati Bloodlines ou encore des reptiliens, quoiqu'il démontre quand même assez de bon sens scientifique pour ne pas totalement exclure d'emblée cette possibilité-là non plus. À la place, il se contente en bon scientifique de conclure que présentement, ben, on n'a juste pas assez d'évidence pour arriver à ces conclusions-là. Toute la dernière partie du livre, enfin, pour vous donner une idée de sa rigueur, c'est juste consacré à ce que lui considère comme étant des faux témoignages des Illuminati. Donc, en voulant dire ça, je pense pas que c'est un vrai témoignage pour telle raison. Même moi, je trouve qu'il va fort un peu, parce qu'il y en a là-dedans que je me disais, ben là, t'es vraiment sûr. Mais au moins, ce qui est rassurant, c'est qu'on voit que c'est pas comme si il prenait tout pour du cash. Donc, pour commencer à entrer dans le vif du sujet, ce qu'on sait sur les Illuminati, d'ailleurs, on se comprend qu'au début, là, on va parler. En fait, toute la démarche est vraiment basée sur les Illuminés de Bavière, ok? Donc vraiment le groupe historique, là. D'où le nom provient. Fait que, d'où vient donc les connaissances qu'on a sur ce groupe-là? Vous avez peut-être déjà entendu cette histoire-là de l'éclair qui serait tombé sur un messager des Illuminati, puis que là, quand la police est arrivée, ils ont trouvé un paquet de documents, puis ils ont dit, ah, regardons, ils ont des drôles de projets, eux autres. Apparemment que ça serait vrai, que ce serait historique. C'est juste que c'est vraiment pas la seule source d'information qu'on a. Ce qui n'est pas si surprenant d'ailleurs, parce que pendant plusieurs années, comme on va pouvoir le voir dans quelques minutes, les Illuminati vont avoir été activement traqués par la police bavaroise, un par un. Donc à chaque fois qu'ils en trouvaient un, ben, ça leur permettait de tomber sur un beau trésor de papier. Surtout qu'à l'époque, ben, tout était encore sur papier. Il faut aussi garder en tête que ça fait quand même des siècles qu'on a l'opportunité de faire des recherches, notamment par rapport à la période initiale d'apparition des Illuminati. Alors, c'est un sujet pour lequel c'est relativement facile d'obtenir de la documentation. Ben, relativement possible. Ok, alors maintenant, si on rentre, je veux dire, avant de rentrer on va rentrer tout de suite dans c'était quoi les objectifs avoués des Illuminati pour nous donner une idée un peu plus claire de c'est quoi cette bébite-là, puis ce que ça mangeait en hiver déjà à l'époque. Il y avait 5 buts avoués. Okay? Je pense que c'est dès leur fondation là, en mai 1er 1776. Qui s'avère aussi la même année que l'indépendance américaine. Donc, écoutez bien ça. Abolition de la monarchie, renversement et remplacement de tous les gouvernements de l'Europe. 2. Éradication de tous les establishments religieux ainsi que l'abolition pure et simple des religions existantes. Jusqu'ici, je ne sais pas si vous remarquez que c'est pas nécessairement si différent que ça de ce qu'on pouvait voir à l'Europe révolutionnaire d'alors. Il ne faut pas oublier qu'on parlait quand même du siècle des Lumières. Ils se disent les Illuminati, mais c'était
disons, un terme qui était assez dans l'air du temps. D'ailleurs, en anglais, on dit c'est le siècle de l'Enlightenment, qui est aussi le siècle des révolutions. Donc, c'est tout un siècle que j'ai toujours beaucoup aimé, d'ailleurs. D'ailleurs, je me suis souvent, jusqu'à tout récemment, en fait, jusqu'à la lecture de ça, puis de quelques autres documents, je m'étais pas mal toujours dit que, bon, donc, si j'avais vécu dans le temps, dans ce bon vieux temps-là, j'aurais sûrement été avec eux autres. Mais il faut dire aussi que j'ai encore juste lu deux de leurs objectifs sur 5. Là. Écoutez bien les 3 qui suivent. Okay? Abolition de l'identité nationale et du patriotisme, ce qui semble aller de pair avec une éventuelle souhait d'éradication des États-nations, comme je pense qu'il s'appelle Cotte, dans la Révolution française, une espèce d'Illuminati qui commençait déjà à parler de l'État mondial. 4e, abolition de la notion de propriété et d'héritage. Et 5, abolition de la famille, du mariage, de la moralité, et à partir de là, que ce soit le gouvernement qui élève et endoctrine les enfants. Dans le genre assez radical, merci. Hein? En fait, dans le genre de radicalisme, mettons que ça serait comme dur à battre. Mais ce qui est intéressant, c'est que, imaginez que ça, c'était déjà en 1776. Puis d'ailleurs, trouvez-vous que ça commence à ressembler étrangement à la tendance des États modernes? Toujours d'une façon particulièrement étrange, est-ce que ces objectifs-là, notamment quand on parle d'abolition de la propriété, que ça vous fait pas un peu penser au communisme, donc tel que notamment exprimé dans le manifeste communiste de 1848? On va y revenir de toute façon, fait que ça tombe bien. Fait que ça, c'est au niveau de la fin, okay, de ce qu'était leur fin. Maintenant, on va regarder un peu au niveau des moyens. Okay? Donc, parce que les autres, là, c'est vraiment le genre de groupe qui souscrivait à la philosophie voulant que la fin justifie les moyens, là, mais pas rien qu'un peu. Là. Je vais vous dire, là, je vais commencer à lire, je vais sortir j'avertis, je risque de lire certains passages d'anglais, fait que bonne chance pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Je n'ai pas le temps de tout traduire. The welfare of the order will be a justification for calumnies, donc defamatory statements, poisonings, assassinations, perjuries, treasons, rebellions, in short, for all the prejudices that men are led to call crimes. OK. Bon. Maintenant, il y avait un autre élément intéressant de leur fonctionnement qui est leur caractère ultra hiérarchique et pyramidal. Okay? Donc, ajouter un autre passage. One must be more submissive to the superiors of the Illuminati than to the sovereigns or magistrates that govern the people. Donc, c'est plus important il faut être plus soumis à nous, les supérieurs des Illuminati, que votre vrai souverain, donc le roi ou quoi que ce soit. Après ça, bon, puis pourquoi? C'est ici, là. The superiors of the Illuminati are to be looked upon as the most perfect and the most enlightened of men. No doubts are to be entertained even of their infallibility. Infaillibilité, imaginez, c'est donc exactement ce qu'il reproche, le genre de choses qu'il reprochait donc à l'Église catholique et particulièrement au pape. Fait que tu vois, ils l'ont repris pour eux-mêmes et puis même qu'ils l'ont appliqué à tous leurs supérieurs. Fait que c'est sûr que quand tu penses comme ça, on peut s'attendre à ce que tu sois particulièrement hiérarchique et autoritaire. Après ça, il y avait même une disposition qui appelait le patet exitus, donc la doctrine du suicide. Donc, autrement dit, pour eux autres, c'était comme une façon honorable, le suicide, de mettre fin à ses jours, dans la mesure où ça te permet d'échapper à un procès, puis d'empêcher finalement les secrets de l'ordre d'être révélés. Intense, hein? Une phrase qu'ils ont dit aussi, je vais y revenir peut-être plus tard aussi, c'est « The great strength of our order lies in its concealment ». La force de notre ordre réside dans le fait qu'il est caché.
à contraster avec ce qui se passait à la même époque en Amérique, puis avec des gens qui avaient pourtant des idéaux similaires. Donc, si on regarde un peu les Founding Fathers, donc les pères de la Constitution américaine, qui ont toutes fait leurs choses de façon publique et ouverte. C'était pas on se cache par en arrière, il ne faudrait surtout pas que le monde sache qu'est-ce qu'on fait. Il n'y avait rien à cacher, au contraire, ils ont envoyé ouvertement à Londres leur demande, puis ils n'ont pas été acceptés, mais c'est pas grave, c'était tout fait in the open. Là. Donc, je ne sais pas si déjà vous en avez assez, comme moi, pour réaliser qu'on parle d'un ordre qui, contrairement à mes genres d'impression initiale, là, était complètement pourri à la base, là. Moralement parlant, du moins. Puis oui, on parle d'extrémisme, mais de la pire espèce, là, tu sais. Autrement dit, c'est des gens qui se disaient, ouais, ça c'est ça le but, ok, ben that's it, on va prendre, c'est bien plate, mais on va prendre tout, mais absolument tous les moyens pour y arriver à notre but. Hey. Fait que ça vous semble pas d'ailleurs correspondre assez exactement à la définition du mal. Fait que c'est ça, il s'était dit, c'est comme un peu dans le principe de dire on va être calife à la place du calife, là. On n'aime pas la monarchie, ok, on va prendre sa place, mais sauf que là tu remplaces par un calife qui est encore califement pire. Non, mais qui est comme 1000 fois pire. Fait que, tu sais, là, c'est un peu spécial au niveau moral et logique de la chose. Bon. Là, on va aller un peu plus dans l'historique, on va voir un peu qu'est-ce qui leur est arrivé à l'époque. C'était un bout de fun. Rappelons donc que la date de la fondation, c'était 1776. Donc, en 1784, un peu plus d'une dizaine d'années après, on reçoit le premier édit du duc Karl Théodore, électeur de Bavière, qui est une sorte juste d'avertissement à l'époque. Ça revient à dire, on demande tous ceux qui sont dans des sociétés secrètes d'en sortir. 1785, juste l'année d'après, deuxième édit. Là, il est explicitement fait mention des Illuminati et des francs-maçons. Et il est dit, si quelqu'un devait révéler la présence de telle personne dans l'organisation, il peut garder la moitié de l'argent confisqué. Et puis, l'autre moitié aux pauvres. Là, déjà, il commence à se méfier là, spécifiquement des francs-maçons et Illuminati. Est-ce qu'on aura affaire au premier théoricien de conspiration? 1787, là, ça commence à jouer plus dur un petit peu. Pénalité de mort pour tous les Illuminati et donc pour quiconque a même moindrement assisté à leur rencontre ou incité des gens à les rejoindre. Tu vois qu'ils voulaient vraiment mettre fin à cet ordre-là. Et c'est là que, supposément, s'arrête l'histoire des Illuminati. Du moins selon Wikipédia. Donc, c'est ça. Si on prend la version de Wikipédia, en gros, ce qui s'est passé, c'est que là, les Illuminati, en recevant ce troisième édit, la peine de mort, ils ont eu peur, se sont laissés impressionner, écraser. Ils se sont repliés, morfondus sur eux-mêmes en se disant « Fous que nous étions d'oser nous en prendre à la monarchie. Nous avons été bien punis. » C'est sûr que ça avait tellement l'air à être leur genre, d'abord, hein? Même juste en croire ce que je viens de dire à leur sujet. Donc, suite à ça, c'est ça. Ils ont été complètement éradiqués. C'est plus vraiment un problème. Sauf que le problème, justement, c'est que le duc de Bavière il a issu un quatrième édit en 1790, donc 3 ans plus tard, où il dit clairement que les Illuminati étaient toujours actifs, même si leur nombre était réduit, et qu'ils continuaient de recruter des membres. Donc, déjà là, il semble que la version de Wikipédia s'avère fausse sur au moins un point plutôt assez très important. C'est précisément la date de fin d'existence des Illuminati. Et après ça, il faudrait s'en remettre à eux pour ce qui est de croire justement que les Illuminati n'existent plus. Je veux dire, déjà, on vient de voir qu'ils ont fait une erreur, et pas juste une petite, là. Alors, si on leur parle du quatrième édit, eux autres, à Wikipédia, ils vont dire quoi cette fois-là? Ah, ok, mais là, c'est parce que c'est sûr que c'est le dernier, par exemple, puis qu'après ça, ils ont disparu. Hein? Ben oui, parce que ça les conforterait dans leur erreur. On s'est trompé juste de 3 ans. Ok, mais de un, tu t'es trompé pareil. Ça fait que si tu n'as pas été capable de remarquer que les Illuminati avaient continué à exister au moins 3 ans après leur date officielle de fin d'existence, puis si après ça, ces 3 ans-là, après ces 3 ans-là, tu n'as pas été capable de me donner aucune autre bonne raison historique de croire que soudainement, paf de même, il aurait cessé d'exister, ben pourquoi il faudrait qu'on croie
quand tu dis qu'il n'existe plus, là, quelle crédibilité que tu as, quelle raison que tu me donnes de le croire. Et surtout, oublions pas, qu'est-ce que Weishaupt, le fondateur des Illuminati, avait lui-même dit: The great strength of our order lies in its concealment. Notre force, c'est d'être caché. Contrastons ça un peu avec le raisonnement de Wikipédia. On les voit plus, ben fait. Donc, ils n'existent plus. Je veux dire, c'est parce que de un, si tu les vois plus, c'est normal, c'est précisément ça leur but. Hein. Puis de deux, ben, c'est précisément aussi ça leur force, comme ne serait justement mieux démontrer le fait que le fait qu'il soit caché ait suffi pour amener Wikipédia et pour tous nous amener en fait à croire que voilà, c'est réglé, il n'existe plus. On voit que donc que ces Illuminati-là étaient des gens qui étaient définitivement pas si fous que ça. Puis qu'au contraire, il y avait, disons, il avait en fait très bien compris comment fonctionnent les humains, puis à quel point les humains pourraient être, se dire, stupides, ne serait-ce que dans certaines circonstances. Ah, on a juste à pas être là, à ne plus nous voir, puis ils vont tout être sûrs que. Hein, c'est ça. Qu'on voit pas n'existe pas. Hein? Maintenant, est-ce qu'il y aurait peut-être d'autres indications que les Illuminati auraient peut-être pu continuer à exister suite au 3e et même au 4e édit, et qui sait, peut-être même ailleurs qu'en Europe? Bon, on sait que Weishaupt aurait écrit à Thomas Jefferson suite à la dissolution de son ordre, une sorte de lettre de demande d'aide, finalement. Ces documents-là étaient retrouvés dans leurs archives à eux autres. Sauf que il n'y a pas de trace historique d'une réponse que Thomas Jefferson leur aurait donnée. C'est comme s'il aurait fait vous autres, c'est bizarre, je ne veux pas rien avoir à faire avec vous autres. Sauf qu'en 1798, donc 11 ans après selon la disparition des Illuminati selon Wikipédia, George Washington écrit un document qui présentement peut être encore retrouvé. C'est une lettre qu'on peut retrouver sur le site de la Bibliothèque du Congrès américain, où est-ce qu'il confirme qu'il y a une conspiration. Ah, encore un théoricien. Non, oui, il prend le mot conspiration qui a lieu au moment où il écrit aux États-Unis. Il dit que c'est pas la franc-maçonnerie au complet qui est à blâmer, donc c'est une minorité d'individus qui est présente notamment au sein de la franc-maçonnerie, qui cherche à séparer le peuple de son gouvernement. Je vais ressortir mon livre pour vous parler d'un autre incroyable théoricien de conspiration, un tinfoil hatter qui ne sait pas de quoi il parle. On parle d'un Joseph Willard, président de l'université Harvard de l'époque. Il dit: There is sufficient evidence that a number of societies of the Illuminati have been established in this land of gospel light of civil liberty, which were first organized from the Secret Society in France. They are doubtless secretly striving to undermine all our ancient institutions, civil and sacred. So these societies are closely linked with those of the same order in Europe. They have all the same object in view. The enemies of all order are seeking our ruin. Should infidelity generally prevail, our independence would fall, of course. Our republican government would be annihilated. Méchant parano. Puis là, encore un autre petit théoricien de conspiration de l'époque. Un certain pasteur, révérend Jedediah Morse, dans une série de sermons qu'il a fait en 1798 et 1799 en Nouvelle-Angleterre, où est-ce qu'il a prévenu les gens donc d'un l'assaut potentiel des Illuminati, notamment à Boston puis dans ses environs. Il a dit: Practically all of the civil and ecclesiastic establishment of Europe have already been shaken to their foundations by its terrible organization. The French Revolution itself is doubtless to be traced to its machinations. The successes of the French armies are to be explained on the same ground. The Jacobins are nothing more or less than the open manifestation of the hidden system of the Illuminati. The order has its branches established and its emissaries at work in America. The affiliated Jacobin societies in America have doubtless
as the object of their establishment, the propagation of their principles of the Illumined Mother Club in France. It's an alarming period. Ok. C'est fun, hein? Fait évidemment, il ne veut pas savoir de quoi il parle, puis ça remonte à loin, les théories de conspiration. Hein? Fait que ça, je vois que la folie humaine, ça ne doit pas dater d'hier. À part que la folie humaine, dans le fond, c'est-tu de dire qu'il puisse y avoir une telle chose qu'une conspiration? Ou de nier qu'il puisse jamais y avoir une telle chose qu'une conspiration, justement. Il y avait-tu autre chose dans ce coin-là? Non, c'est correct. Surtout que là, ce que je suis en train de vous fournir, je ne sais pas si vous avez remarqué que ce n'est pas des théories, mais des faits de conspiration. Puis même qu'en fait, dans le genre de conspiration, tu ne pourrais pas trouver mieux, plutôt pire que les Illuminati. Comme j'espère que vous avez peut-être commencé à le constater. D'ailleurs, attendez de voir ce qui suit. Ok, alors commençons par simplement regarder un certain écrit de Weishaupt lui-même pour voir un peu l'un des éléments de pensée de son ordre en général, et de son ordre en général, et de lui en particulier. Ok? Je retourne à la page 38. Je sens comme un livre dont vous êtes le héros. Ok. Vous comprenez un peu plus comment il fonctionnait. Il dit There must not be a single purpose that ever comes inside that is ambiguous and that may betray our aims against religion and the state. One must speak sometimes one way and sometimes another, but so as never to contradict ourselves, and so that with respect to our true way of thinking, we may be impenetrable. Donc c'est une doctrine du mensonge pur et simple. Tu dis une chose, mais en fait tu penses ou tu fais son contraire. Puis c'est machiavélique, mais tu sais, est-ce qu'on peut dresser des liens avec la politique moderne? Je sais pas, hein, peut-être. Hein, surtout en temps de COVID, là. Puis tu sais, quand ils disent OK, tu mets un masque, tu mets pas de masque, tu vois qu'ils disent des choses qu'ils savent. Ouais. On n'a aucune idée c'est quoi qui manifestement ne correspond pas à ce qu'eux-mêmes croient pour vrai. OK. On va parler un peu du féminisme. C'est pas parce que moi je vais en parler. Je vais juste regarder ce que Weishaupt a écrit. Regardez ça, OK? There is no way of influencing men so powerfully as by means of the woman. These should therefore be our chief study. We should insinuate ourselves into their good opinion, give them hints of emancipation from the tyranny of public opinion, and of standing up for themselves. It will be an immense relief to their enslaved minds to be freed from any one bond of restraint, and it will fire them the more and cause them to work for us with zeal, without knowing that they do so, for they will only be indulging their own desire of personal admiration. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire, c'est que le féminisme a été instrumentalisé avant même son apparition officielle. Il faut donc leur donner que c'était quand même des saprés visionnaires. Là. Quand ils me prennent l'œil comme symbole, c'est peut-être pas pour rien non plus. Hein? Quand je dis que le féminisme a été instrumentalisé, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est pas bon pour autant. Okay? D'ailleurs, il y en a de même pour toutes les autres formes d'émancipation et de sédition qu'ils ont facilité. On va y revenir d'ailleurs. Inquiétez-vous pas. Fait que quand on dit que c'était instrumentalisé, ben, il s'agit simplement de remarquer il y avait simplement remarqué que ça pouvait très bien servir leurs objectifs, genre notamment le féminisme, et que dans ce sens-là, ils ont facilité, favorisé ce mouvement-là, d'autres mouvements similaires, notamment d'une façon qui irait plus spécifiquement dans le sens de leurs propres objectifs. OK. Un autre passage intéressant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, qu'est-ce que j'essaie de faire, entre autres choses, en ce moment, là, c'est... si on s'adresse un peu à la théorie plus globale que les Illuminati seraient non seulement encore présents, mais encore influents, ben, trouvez-vous qu'à date, ce que je viens de dire, ça correspond un peu à ce qu'on voit ce qu'on peut voir dans notre société actuelle. D'ailleurs, regardez bien au niveau des écoles. We must win the common people in every corner. This will be obtained chiefly by means of the schools and by open, hearty behavior, show condescension, popularity, and total toleration of their prejudices,
which we shall at leisure root out and dispel. Donc, c'est comme une stratégie d'endoctrinement, finalement, des écoles. Je veux dire, je pourrais donner des exemples dans le Théandone par rapport je ne me tente même pas d'entrer là-dedans, mais la promotion du big government, le demonizing the Second Amendment, le fait de ridiculiser, de défavoriser l'enseignement religieux, des choses comme ça. Les médias, ok, ouais. Ok. Donc, lui, ce qu'il avait dit, parce que là, évidemment, à l'époque, c'était pas les mêmes médias qu'aujourd'hui, mais regardez, même avec les médias qu'il y avait, c'était assez incroyable. By establishing reading societies and subscription libraries and taking these under our direction and supplying them through our labors, we may turn the public mind which way we will. In like manner, we must try to obtain an influence in the military academies, the printing houses, booksellers' shops, chapters, and in short, in all offices which have any effect, either in forming or in managing or even in directing the mind of man. Un autre point qu'on dit, we get all the literary journals. Literary journals, ça ne vous fait pas penser aux scientific journals? Ça ne vous fait pas penser aussi au genre de scandale qu'il y a eu l'hiver dernier avec notamment ce qu'on appelait le Lancet Journal? C'est-tu si surprenant que ça, là, de dire « Ah, il se serait infiltré dans les journaux scientifiques, au même titre qu'ils se sont influencés infiltrés dans les journaux littéraires à l'époque, il y a 300 ans. 200 quelques années. Bon, fait, tu sais, parlant de médias, de contrôle des médias, finalement, vous avez sans doute déjà appris que le projet Mockingbird, c'était un fait historique, là, donc que la CIA, par le biais de ce programme-là, elle a contrôlé les médias, au moins pendant une bonne période. Sauf qu'après ça, George Bush père a dit « OK, on va mettre fin au programme ». Une fois que ça a été tout révélé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc encore là, si on pense un peu comme Wikipédia, on va se dire « Bah, il a dit que c'était aboli, donc c'est aboli. Hein? » Ben oui, parce que c'est sûr qu'un politicien, ça fait juste dire la vérité d'abord. Hein? Sauf que, tu vois, regarde, si tu regardes l'ancien président de CBS, Sig Mixon, il a admis lui-même que la CIA avait continué de maintenir des relations avec les figures médiatiques top. Là. Mais il dit, but because of all the revelations of the period of the 1917s, it seems to me a reporter has to be a lot more circumspect when doing it. Now, or he runs the risk of at least being looked at with considerable disfavor by the public. I think you've got to be much more careful about it. Donc, vraiment dit, on continue de le faire, mais on essaie d'être un peu plus subtil. C'est ça. C'est ça. Après ça, tu vois, je savais pas ça, mais Obama, il a appointé le professeur d'Harvard, Cass Sunstein, pour donner la job de monter plein de profils de médias sociaux faux, puis de troller les comment sections là, de news articles qui étaient damaging to the establishment. Excusez mon franglais. C'est ça. Je vais dire un bout juste en anglais, là, ça va être moins compliqué. The NSA has also developed technology to spoof emails, SMS messages, inflate or deflate the view count or YouTube videos. Ça, on le savait, c'est du contrôle vraiment des médias sociaux. Là. Je ne savais pas comment ça comprendre que ça se passe. Même Hollywood, encore là, si vous n'avez pas remarqué qu'il y avait un agenda idéologique, notamment, et politique dans les films d'Hollywood, ben là, il y a d'autres documentaires là, que je pourrais vous sortir. D'ailleurs, pendant que j'y pense, là, dans la section, dans la description du vidéo, vous allez pouvoir retrouver dans ma revue de presse plein d'autres documentations là, sur les Illuminati et les sociétés secrètes. C'est ça. Fait que, donc, ouais, puis Hollywood. Fait que,
Je cherche c'est ce que je veux dire. Je vais juste mentionner vite fait comme ça que la stratégie principale de diffusion de sa société pour Weishaupt, c'était vraiment d'infiltrer les autres sociétés secrètes, notamment la franc-maçonnerie, ce qu'il appelait alors la Illuminated Freemasonry. Bon, petite introduction, là, parce que là, vous comprenez que dans vos têtes, vous devez commencer à vous dire OK, mais tout ça, ça s'est passé, je veux dire, OK, donc en principe, ça n'existe plus depuis 1787, mais peut-être que ça existait encore un petit peu, mais une chose est sûre, c'est que ça n'a aucun espèce de rapport avec les États-Unis. Bon. J'ai fini par y arriver. Alors, pour répondre à cette question, plongeons-nous dans une autre société secrète qui s'appelle les Skull and Bones. Une autre société secrète, on va oublier mes guillemets. Donc, on parle ici d'une société américaine qui aurait à tout le moins joué un rôle très important lors de la création de la CIA, de la Federal Reserve, du Department of Education, de l'American Historical Societies et de plusieurs monopoles médiatiques. Donc ça, on va mettre quelque chose au clair. Maintenant que vous dites, ouais, c'est des conspirations. OK, ça n'existe pas, le Skull and Bones. Ben là, je pense que dans ma section, dans ma description, je le montre la vidéo, sinon ça se trouve facilement sur YouTube. C'est un débat entre Bush, fils, et Kerry, lors de la lors de la campagne précédant la réélection de Bush fils. Puis là, dans le reporter constate lui-même, un peu avec étonnement, il dit « Ah, c'est drôle, hein? Les deux, vous faites partie du Skull and Bones. » Ce qu'ils ont reconnu. Donc, d'un, ça existe. Puis, après ça, il a dit à Bush, il a dit « Ouais, puis en passant, pourriez-vous nous dire un peu qu'est-ce que ça fait? C'est que ça dit? C'est quoi, à quoi ça sert? C'est que ça mange en hiver, ce Skull and Bones-là? » Puis, Bush, il a dit « Ouais, c'est tellement secret qu'on ne peut pas en parler. » Donc, ce que ça montre, ça montre que les deux parties sont, disons, assez profondément infiltrées, plus précisément contrôlées par au moins cette société-là. Je veux dire, quand tu parles, c'est les deux chefs là, de partis à l'époque. Puis d'autre part, ben, il ne faut surtout pas parler de ce qu'ils peuvent dire ou faire ou penser. Hein? C'est un peu comme les Illuminati, étrangement. Ben oui, parce que si tu regardes de plus près, étrangement, on observe justement, en fait, plusieurs similarités et connexions plutôt frappantes avec les Illuminati. D'un, les symboles. Je me souviens plus qu'il avait dit ça une année, « Symbols will be their downfall », parce que dans leur arrogance au niveau symbolique, là, ils s'autodévoilent là, de façon aussi obscène et outrancière. Autant ils peuvent être maniaques du secret dans leurs affaires de tous les jours. Au niveau symbolique, là, c'est tout le contraire. On dirait que c'est pas se retenir de se dévoiler. Donc, le crâne et les os en croix, le symbole des Skull and Bones, donc oui, c'est un symbole pirate, mais c'était également un symbole que portaient les nazis dans les camps d'extermination par une pile. Mais surtout, c'était au départ un symbole templier, les ancêtres idéologiques des francs-maçons, tandis que dans plusieurs loges maçonniques, on voit carrément un crâne sur les bureaux des supérieurs ou dans la chambre de réflexion. Donc c'est sûr qu'il y a un lien qu'on peut faire très clairement entre les francs-maçons et le Skull and Bones. Les francs-maçons qui eux-mêmes sont assez facilement reliables aux Illuminati, je vais y revenir tantôt. Sauf que ce qui est encore plus intéressant, parce que le Skull and Bones se trouve à être situé à l'université de Yale. Puis une fois, il y a des étudiants de Yale qui sont amusés à forcer la porte de leur local, pour ainsi dire, avec une crowbar. Là. Puis là, quand ils sont rentrés, ils ont été bien surpris de voir une voûte avec 4 crânes, puis une plaque au milieu où il est écrit en allemand, langue des Illuminati, l'inscription que je vais vous lire à l'instant, et qui se trouve à être « Who was the fool, who was the wise man, beggar or king, whether poor or rich, all is the same in death. » Poétique, c'est même un peu vrai à la limite, sauf que c'est pas ça le point. C'est que c'est la même cette petite formulation-là est exactement la même qu'on retrouve dans le rituel d'initiation des Illuminati. Coïncidence, sûrement. Ben non, parce que justement, ça n'a aucun rapport, il ne saurait y avoir aucun rapport. N'est-ce pas? Car après tout, comment au juste le saut aurait-il pu se faire entre l'Europe et l'Amérique? Aurait-on mystérieusement traversé l'océan Atlantique? C'est incroyable.
Alors, faisons un peu d'histoire pour essayer de nous retrouver dans tout ça. En 1785, donc entre l'année du deuxième édit, Weishaupt, le chef des Illuminati, a perdu sa job, pour ainsi dire, à l'université d'Ingolstadt. Il faut dire qu'il commençait alors à être directement recherché par la police, pour des raisons évidentes. Il s'est donc réfugié à Gotha, en Thuringe, un état germanique, juste au-dessus de la Bavière. Puis là, où il a travaillé jusqu'à la fin de sa vie pour le duc de Thuringe, Ernest II, qui était un sympathisant des Illuminati. Donc en 1787, l'année du troisième édit, il était déjà hors de la portée du duc de Bavière. Et là, évidemment, les wikibétistes vont sans doute me dire et c'est pour ça que ça a fini comme ça. Par exemple, là, on a gagné. Les Illuminati ont juste disparu après le retrait de leur fondateur. Le problème, c'est qu'on sait on sait au moins qui sont les deux premiers leaders qui lui ont succédé à la tête des Illuminati. Quand il a fui la Bavière pour éviter d'être capturé, celui qui a pris la relève, c'est un certain GGC Bold, puis après ça, Leonard Reinhold. Okay? Bon, on se remet dans les dates. Donc, 1785, Weishaupt a perdu sa job, il a fui en Thuringe, remplacé par GGC Bold. Là, on est en 85. Je ne sais pas si vous voyez, 85, on n'est pas tellement loin de 89. Hein? Ça, c'est 89, c'est la date de quoi? Ah oui, de la Révolution française. Qu'est-ce qui s'est passé entre 85 et 89? Bold a fait 2 voyages à Paris où il a présenté aux loges maçonnes françaises les doctrines Illuminati, quoiqu'à ce moment-là, c'était sous le nouveau nom des Philadelphes. Ce serait évidemment ridicule d'affirmer qu'on puisse directement attribuer la Révolution française aux Illuminati, puisque c'est quand même l'accumulation d'un processus qui avait commencé bien avant. Et puis d'ailleurs, avant de commencer à infiltrer les loges maçonniques, puis tout contrôler de A à Z, il y a quand même il y a quand même une marge. Puis disons que ça leur aurait quand même pris un petit peu plus de temps que ça. Sauf qu'on peut assurément affirmer qu'ils ont apporté leur couleur à la Révolution française, ce qui pourrait contribuer au moins à expliquer son caractère plus radical et notamment anticlérical. Là, j'ai une section sur les jésuites, mais je vais la passer parce que sinon, vous allez... ça va pas m'haïr, mais m'en vouloir un peu parce qu'on n'a pas fini. On va parler un peu de la franc-maçonnerie. En fait, je vais juste parler... on va aller direct au punch, ok? Donc, ce que on pourrait affirmer, ce que je vais affirmer là, c'est qu'intentionnellement, ou même ouvertement, publiquement et officiellement, c'est une organisation qui consiste à tromper les gens, à commencer par ses propres adeptes, en leur faisant croire qu'elle est juste l'image qu'elle projette, alors que plus tu montes dans les degrés, plus tu te retrouves avec quelque chose d'entièrement différent. Une théorie de conspiration, c'est une exagération, c'est comme... ça ne repose sur rien, n'est-ce pas? Bon. Fait que là, on va lire le petit texte suivant, puis après ça, je vais vous expliquer d'où ça vient, de qui ça vient, ce texte-là, ok? Mais je dis tout que ça vient d'un franc-maçon, ok? C'est écrit donc en 1871 par Albert Pike, là. Il dit « Masonry, like all the religions, all the mysteries, hermeticism and alchemy, conceals donc, its secrets from all except the adepts and sages, or the elect, and uses false explanations and misinterpretations of its symbols to mislead those who deserve only to be misled, to conceal the truth, which the Mason calls light, from them, and to draw them away from it. » Ouais. Fait que, bon, maintenant, qui était ce fameux Albert Pike? Ben, Albert Pike, c'était le général de l'armée sudiste. Donc, tu n'étais pas dans le bon camp, là. On parle bien sûr ici de la guerre de sécession. Mais c'est pas juste qu'il n'était pas dans le bon camp. Regardez bien ça. Lui, il était leader d'une partie, si on veut, de la franc-maçonnerie, qui était appelé les Knights of the Golden Circle. Un regroupement dont faisait partie, comme par hasard, John Wilkes Booth, l'homme qui se trouve avoir assassiné Abraham Lincoln. Et comme si c'était pas assez, il semblerait plus que possible que ce soit Pike qui a aussi fondé le Ku Klux Klan.
Et là, vous allez me dire, mais c'est impensable, poursuivez cette hérétique, vous n'avez aucune preuve. C'est vrai qu'on n'a pas nécessairement de preuve, mais de là à dire que c'est impossible, commencez donc par lire ceci, qui, qui est toujours un statement donc, de Albert Pike, ok? C'est vraiment cool. Ah ouais. The disenfranchised people of the South can find no protection for property, liberty, or life except in secret association. We should unite every white man in the South who is opposed to Negro suffrage, the right to vote, into one great order of Southern brotherhood, with an organization complete, active, vigorous, in which a few should execute the concentrated will of all, and whose very existence should be concealed from all but its members. Donc, on retrouve encore ici la notion d'un ordre ce qui cache son existence et ses buts réels. Donc, une société secrète combinée avec du racisme, tout ce qui est de plus évident. Donc, où la chose absolument incroyable là, dans le principe de dire que de croire que lui ou des gens très proches de lui aient fondé le Ku Klux Klan. Hein? Bon. Une autre chose intéressante, il y a une statue de Albert Pike au Judiciary Square à Washington, D.C., à côté de celle d'Abraham Lincoln. Puis la tombe de Pike se situe dans les Masonic Headquarters, toujours à Washington, D.C., un édifice qui abrite le Supreme Council de la franc-maçonnerie américaine. Ceux qui ne me connaissent pas savent que je ne suis pas le plus grand fan de l'islam, mais il y a pas de gens qui savent qu'en même temps, je cultive une petite admiration secrète envers cette religion-là. Plus concrètement, je dois avouer que ça va lui être arrivé, selon moi, de faire certains bons coups et d'avoir certains bons côtés. Et parmi ceux-là, j'aimerais notamment citer ce qu'on pourrait considérer comme étant la position officielle de l'islam vis-à-vis de la franc-maçonnerie. Le passage qui suit se trouve ainsi à venir de Sheikh Ahmad Qutbi, que le livre décrit comme un prominent Muslim scholar at the Islamic Institute of Toronto. Regardez, on va voir un peu qu'est-ce que, donc, on va dire, pour ainsi dire, que l'islam pense de la franc-maçonnerie. As far as I know, Freemasonry is a secret organization whose beliefs and practices are totally kept confidential except from those who are initiated into it. They have levels of secrets which are not divulged to those who are at lower levels. A Muslim should never fall prey or give allegiance to something which cannot be scrutinized by the film criteria of the Quran and the Sunnah. Whoever joins Freemasonry is like a person who writes a blank check. By doing so, he agrees to give allegiance blindly to an authority to comply with their wishes no matter what they are. Pas fou pareil, hein? Ok. Ça, c'est cool. On va vous parler de quelque chose qui s'est passé en 1998 au Royaume-Uni. Je vais le lire en anglais parce que là, ça va être compliqué de traduire à mesure. Okay? A law was enacted in Britain ordering police, judges, and other government employees in the UK to reveal whether they were Freemasons after it was believed a Masonic mafia was operating within the government. 10 years later, the law was reversed, but the controversy continued. A secret Metropolitan Police report written in 2002 and leaked up to the press in 2014 reveals that an internal organization by Scotland Yard, the police agency of London, discovered that an organized criminal network of Freemasons largely controlled the police department. The investigation, called Operation Tiberius, found that Metropolitan Police were infested with corrupt Freemasons who used their position within the department to engage in organized crime, destroy evidence, and recruit other corrupt officers. Une belle organisation, hein? Précisons enfin qu'en 1782, Weishaupt avait réussi à infiltrer la franc-maçonnerie au congrès de Wilhelmsburg, qui était à l'époque le plus gros et la plus grosse et la plus importante assemblée maçonnique. À cette occasion, il a assigné des représentants qui devaient superviser l'implémentation de la maçonnerie illuminée et recruter de nouveaux membres, notamment à travers les francs-maçons, et ça à travers toute l'Europe. De sorte que ces nouveaux membres-là allaient dorénavant pouvoir travailler dans l'intérêt des Illuminati.
Alors, est-ce que rendu là, ça vous semble toujours nécessairement si fantastique et fantaisiste de croire que, assez rapidement, les Illuminati en sont venus à rejoindre et même à représenter les échelons supérieurs des francs-maçons, une situation qui pourrait fort bien avoir perduré jusqu'à aujourd'hui, puisque je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans ce que j'ai montré jusqu'ici, il n'y a absolument rien qui permette de croire que les Illuminati aient cessé d'exister, là. Et notamment qu'ils aient subitement disparu, comme le suggère pourtant Wikipédia. On va reparler un petit peu du Skull and Bones, puisque le livre nous y introduit. Donc, je vais juste mentionner rapidement que c'est par ailleurs pas une confrérie, du moins pas au sens américain de fraternity, puisqu'ils font aucun charitable work. La liste des membres qui ont eu des positions de pouvoir parmi eux est assez impressionnante. D'ailleurs, tantôt, j'ai parlé de Bush et de Kerry. Mais maintenant, je voudrais simplement mentionner le nom de Percy Rockefeller, qui était sur le CA de la Brown Brother Harriman Company, qui a vu tous ses biens saisis en 1942 suite au Trading with the Enemy Act. Autrement dit, il fournissait du financement à Adolf Hitler. Tout que du beau monde, hein? D'ailleurs, parlant de beau monde, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous rappeler la liste des accomplissements de George W. Bush, donc George Bush fils? En fait, est-ce que j'ai besoin même de vous préciser que même parmi les démocrates les plus fervents dans leur haine de Trump, ok, moindrement qu'il y en a qui ont vu neiger, puis qui ont vu la présidence de Bush fils, ils sont les premiers à dire non, t'as peu, là, vous chialez, mais c'est parce que vous n'avez rien compris. Si vous aviez vu Bush fils, vous diriez pas que c'est Trump le pire président. Puis moi, c'est drôle parce que je me trouve à l'avoir vu aussi à l'œuvre Bush fils. C'est même un peu grâce à lui que j'ai commencé à m'intéresser à la politique, parce que je disais, voyons, c'est quoi qui se passe? Ça a d'ailleurs donné lieu à toutes sortes de débats complètement passionnants entre moi et mon père, qui était un pro-Bush. Vous avez manqué ça. Fait que là, le communisme, ouais. Souvent on entend ou on a l'impression que c'est l'Église qui a le plus tué dans son existence. En réalité, s'il y a une idéologie qui a tué, c'est vraiment celle du communisme, parce que si on parle juste en termes de chiffres, là, donc 3 millions de morts qu'il y aurait eu sous le RSS stalinien notamment, mais 3 millions à l'URSS, ça serait pas moins de 30 millions en Chine. Fait qu'on parle d'un gouvernement surpuissant qui gouverne chaque aspect de la vie. Tiens donc, comme au Québec. Et donc, tandis qu'une petite élite de bureaucrates vit aux dépens de la classe ouvrière qu'elle était censée protéger. Donc c'est ça, ça va avoir été ça le communisme moderne, right? Au fait, juste vite de même, est-ce que ça ne fait pas penser au genre de monde que les Illuminati visaient à créer, et ça dès 1776, comme on l'a vu tantôt? Vous allez me dire qu'il y avait quand même de bons principes dans le communisme, et je serais d'ailleurs le premier à être d'accord, notamment compte tenu que je pourrais faire des rapprochements avec le mode de vie des Amérindiens et d'autres tribus primitives, ainsi qu'avec le fonctionnement du genre de communauté intentionnelle que je souhaite promouvoir dans mes livres ultérieurs, ou avec le genre de philosophie exprimée par le livre Utopia de Thomas More, pour ne citer que celui-ci. Je pense qu'il y a d'ailleurs certains principes anticapitalistes de base dans les travaux de Karl Marx et compagnie qui sont très intéressants et valides. Sauf que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on pourrait en dire autant de bien des éléments de la doctrine de base de la franc-maçonnerie elle-même. Tandis que, comme je l'ai montré tantôt, si je regarde même les buts ultimes des Illuminati eux-mêmes, les buts initiaux, je pourrais à la limite être d'accord avec au moins 2 d'entre eux. Donc, au fond, comme dans n'importe quoi, il y a toujours du bon et du mauvais. Et en fait, la plupart des gens sont bons, mais il y a toujours quelques mauvais. Or, ces mauvais-là sont toujours très bons pour se ramasser en haut de la pyramide et se mettre à tirer les ficelles en s'assurant notamment de le faire en secret. Il reste qu'on n'a pas encore répondu à la vraie question. La vraie question, c'est si on regarde l'histoire du communisme, est-ce que c'est vrai, comme moi-même je le pensais jusqu'ici, que c'est juste qu'on partait d'un bon principe, mais qui s'est corrompu avec le temps, et notamment sous l'effet du pouvoir? Ou est-ce que la corruption datait en fait du tout début, et même d'avant même l'avènement de la philosophie communiste? Autrement dit, peux-tu savoir ce que peuvent bien dire les faits
à ce niveau-là. Alors justement, si on y jetait un petit coup d'œil. Là, quand je disais ça, je disais, oui, il y a un bout que je perds. Je suis allé vérifier sur, devinez quoi, Wikipédia. OK, puis là, vous allez me dire, bon, c'est ça, tu dis que c'est faux, là, tu dis que c'est vrai. Ben, OK, donc, on va se comprendre quelque chose. Je ne suis pas en train de dire que tout ce que Wikipédia est une fausseté, tout ce que dit Wikipédia, c'est une fausseté absolue. Je fais juste m'inscrire en faux contre quelqu'un qui va dire, parce que c'est écrit dans Wikipédia, c'est la vérité et aucune discussion ne saurait être tolérée à ce niveau. Mais là, si vous avez un problème avec le paragraphe que je sors de l'article sur Karl Marx, ben, dites-le moi, puis montrez-moi en quoi c'est faux. Là, okay? Comme je viens de montrer que c'est faux, là, ce que j'ai montré. Fait qu'au printemps 1847, donc, citation de Wikipédia. Au printemps 1847, Marx et Engels rejoignent un groupe politique clandestin, la Ligue des communistes, donc qui existait déjà. Comment ils auraient pu le rejoindre si c'était pas déjà existant? Hein? Ils y prennent une place prépondérante lors de son second congrès à Londres. J'ai pas l'année. En cette occasion, on leur demande de rédiger le manifeste de la Ligue, connu sous le nom de manifeste du Parti communiste, qui paraît en février 1848. Donc, réellement, Marx n'était que le secrétaire, donc littéralement, de la Ligue communiste. Fait que là, ça veut dire que, encore là, il n'y a absolument rien qui nous empêche de croire que cette société secrète-là, je veux dire que l'ancestrage de cette société secrète-là, de cette société communiste-là, pouvait être retracé jusqu'à aux Illuminati, à la limite. Voyons maintenant, une autre petite pièce d'évidence intéressante. The California Senate Investigating Committee on Education in 1953. Donc là, c'est quand même un comité d'éthique américain. Right? En 1953, est déclaré So-called modern communism is apparently the same hypocritical and deadly world conspiracy to destroy civilization that was founded by the secret order of the Illuminati in Bavaria on May 1st, 1776, and that raised its hoary head in our colonies here at critical periods before the adoption of our federal constitution. The report goes on to say, the recognition of May 1st, 1776 as the founding date of this world revolution conspiracy is not difficult to understand when it is realized that May is frequently celebrated even in recent times by rioting and bloodshed on a worldwide scale. Ouais. Ce qui est vrai, vous remarquez qu'il y a comme des manifestations le 1er mai. Bon, ok. Là, on va parler un peu du Bohemian Grove, okay, qui est une autre société secrète américaine. Puis ce qui s'est passé avec le Bohemian Grove, là, ils font des choses bizarres, là, des sortes de rituels un peu louches, ok? Pour le moins qu'on puisse dire. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Alex Jones d'Infowars. En 2001, il a réussi, imaginez-vous, à filmer, assez héroïquement selon moi, le genre de rituel qu'il faisait. Il a fait une vidéo avec ça, qui est considéré par notre auteur ici comme étant authentique. J'ai retrouvé cette vidéo-là, je l'ai mis dans la description. OK? Mais là, ce que je veux vous parler plutôt, c'est de ce qu'a ensuite fait Alex Jones. OK? Il a rencontré là, dans la rue, je pense, là, comment il s'appelle là? David Gergen, qui était un conseiller des présidents Ford, Nixon, Reagan et Clinton, puis qui a aussi été un contributeur de CNN. Donc, il a été confronté à Alex Jones, qui lui a demandé s'il avait déjà vu le Cremation of Care Ritual de la Bohemian Grove. Georgian, qui s'est mis il a eu l'air visiblement inconfortable, il a répondu Frankly, I don't think that's something I need to talk to you about. Là, Jones lui a encore demandé à propos de ça. Georgian a répondu, Georgian snapped, That's none of your damn business.
and walked away. That clip, ça a l'air que ce clip-là peut être retrouvé sur YouTube. Il n'y a pas l'air à vouloir en parler. Hein? Après ça, bon, pourquoi que là, que j'ai marqué page 127? Ah, ok, ouais. Ça va devenir un peu moins beau, ok? Je vais lire un paragraphe. The most disturbing allegations about the Bohemian Grove don't just lurk in the dark depths of the internet, but actually come largely from a former US senator named John DeCamp. The allegations are so horrific and graphic, I don't even like to talk about them because they involve claims of sadistic child abuse, human sacrifice, and snuff films said to have occurred there in the 1980s. If you are interested in learning about John DeCamp's allegation, you can check out his book, The Franklin Cover-Up. But I warn you, it is extremely disturbing and you may wish you have never heard of them. Fait que, c'est ça, tu sais, pour ceux qui disent, c'est pas vrai, là, ok, fine. Le livre s'appelle The Franklin Cover-Up. Achetez-le, lisez-le, puis après ça, venez me dire que c'est pas vrai. Je le crois. Bon, là, on va ça. On va prendre nos bottes de 7 lieux, puis on s'en va à la page 139. Pourquoi j'ai dit ça, moi? C'est drôle, ça. Ça, c'est comme... c'est Thomas Jefferson qui a écrit quelque chose par rapport aux banques, ce coup-là. Jefferson, je te rappelle, qui n'a pas répondu quand les Illuminati ont écrit une lettre, il a dit And I sincerely believe with you that banking establishments are more dangerous than standing armies, and that the principle of spending money to be paid by posterity under the name of funding is but swindling futurity on a large scale. Donc, tu sais, après il y a un autre paragraphe aussi sur de Lincoln, là, qui, tu vois, Lincoln, Jefferson, il se méfiait au plus haut point des banquiers. On va revenir d'ailleurs des banquiers tantôt. Ok, là, après ça, il parle du Council of Foreign Relations, ok, une autre bras des Illuminati, pour dire les choses plus simplement. Il parle d'une organisation qui était vraiment là, qui fait vraiment dans ce qu'on appelle le push against Iraq, là, donc vraiment pousser les choses pour que les États-Unis envahissent l'Irak. Puis tu sais, ouais, Hillary Clinton. Regardez bien qu'est-ce que Hillary Clinton, quand à une conférence qu'elle a faite là, manifestement devant le Council of Foreign Relations à Washington DC, elle a dit I'm delighted to be here in these new headquarters. I have been here often too, I guess, the mothership in New York City, but it's good to have an outpost of the council right here down the street from the State Department. We get a lot of advice from the council, so this will mean I won't have as far to go to be told what we should be doing. C'est parce que ça vient d'Hillary Clinton. Elle a dit le même. C'est ça. OK. Les Bilderberg, maintenant. Pour ceux qui ne savent pas, je sais quoi c'est. Remarquez, j'ai une vidéo, ok, on dit tout de suite, là, dans ma section que j'ai mis sur la description sur les Bilderberg. Écoutez la vidéo pour commencer par ça, là, faites ça une année. Là. Mais pour ceux qui n'ont pas le temps, ou qui quand je vais lire au moins en anglais, qu'est-ce qu'il résume bien. Every spring since 1954, a group of around 100 of the world's most powerful politicians, businessmen, bankers, media executives, and international royalty have been holding a secret 3-day-long meeting in an evacuated hotel that's surrounded by armed guards. Once inside, the members and invited guests engage in intense off-the-record talks about the top issues facing the world. It's the Bilderberg Group, or the Bilderberg Meeting. Fait que ça, écoute, là, si tu doutes de l'existence du groupe Bilderberg, je sais pas quoi te dire. Là. Plusieurs politiciens canadiens ont été à leur réunion. Brian Mulroney, Stephen Harper, Stéphane Dion, Jean Charest, je pense. Okay? C'est comme tout le gratin là, de la monde qui se ramasse toujours là. Puis aucun média n'est jamais autorisé à aller là. Mais c'est pas juste ça. C'est que ce qui montre ici, c'est que tu peux même pas appeler les médias pour essayer de leur parler du groupe Bilderberg. Tu sais, si mettons, si tu te parles